Salut Hugues. Ça va? Ah oui. Alors faut que je te mette un petit micro. Aussi. Ouais, Classe, je savais pas que c'est c'était bien. Et ça, dans ma poche, tu le fais toi-même? comme à la télé. Vas-y, installe-toi. C'est un petit truc cosy, c'est bien ça. Oula, Ça va? Tout va bien? ça va, j'ai des grandes jambes mais ça va aller, c'est bon. Bon, je suis contente de t'avoir Mais moi aujourd'hui ici. aussi. Parce qu'il paraît que t'es un mec bien. Je sais pas, c'est ce qu'on dit mais j'y crois pas en fait. Il faut me le rappeler de temps en temps parce que sinon... Ouais. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu ton parcours, d'où tu viens, dans quel univers t'as grandi, Oula. quel enfant t'étais? Oula, Ouais, jusqu'à ouais. Alors, ça va être compliqué parce que j'étais un enfant très sage jusqu'au collège. Après, c'est un peu parti un peu n'importe comment. Non, après j'ai fait des études à Roubaix, parce que je suis natif de Roubaix, donc toute ma scolarité quasiment à Roubaix. Après, je suis parti à Tourcoing, où j'étais un élève assez dissipé, pas mauvais, mais dissipé, et je me suis fait renvoyer assez rapidement du lycée, et j'ai réatterri à Roubaix, où je me suis fait encore renvoyer du lycée. Je suis pas, c'est pas que je suis fier de ce parcours, mais... Et après, j'ai intégré assez rapidement, j'ai commencé un boulot à 18 ans à peine, à Nord-Éclair, comme coursier. Et puis au fil des mois, j'ai changé en interne, j'ai occupé un poste d'employé administratif. Après, j'ai commencé à reprendre des études pour devenir commercial en publicité, toujours à Nord-Éclair. Ensuite, je suis parti en Belgique une dizaine d'années. Et là, j'ai repris mes études à 37 ans pour devenir journaliste. Du coup, j'ai repris à l'ESJ, à l'école de journalisme. Et au bout d'un an, j'ai intégré une rédaction à La Voix du Nord, du coup. Ok. Et j'ai fait ça pendant 14 ans. Et alors, le premier boulot assez tôt? 17 ans. Ouais. Ouais, 17 ans à Nord-Éclair aussi. 16 ans même, les premiers jobs d'été. C'est une volonté de vouloir commencer tôt ou non, il y avait un parcours particulier? Bon, disons que j'avais pas trop le choix non plus, il fallait D'accord. que je travaille, j'étais chez mes grands-parents, donc non, il fallait vraiment que je bosse. Et puis je crois que j'étais pas... Au niveau des études, c'est pas les études qui me gênaient, c'était plus les profs. Il y avait un côté frondeur qui faisait que je pense que l'univers scolaire, c'était pas pour moi. D'accord. Donc voilà. Mais ça m'a pas empêché d'évoluer et puis et de poursuivre mon parcours après. Carrément. Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce qui rythme tes journées? Parce qu'après, j'ai démissionné de journalisme. J'ai ouvert un bar avec mon cousin à Lille. D'accord, c'est pas de fini. nuit. Non. Et ensuite, au bout de 3 ans, j'avais dit à mon cousin, j'arrête parce que la nuit, c'est un peu compliqué. J'avais plus de 50 ans quand j'ai ouvert le bar et c'était un bar de nuit. Et il y a eu le Covid aussi, ça a été un peu compliqué. Et donc, à 53 ans, j'ai arrêté le bar, un peu plus. J'ai rien fait pendant 1 an, mais je me suis engagé par contre au niveau du bénévolat. Mon bénévolat a commencé pendant le Covid, au Resto du Cœur. Ok. Et c'est là où j'ai démarré, alors que j'avais attendu des années avant de me lancer. Et j'ai démarré tout de suite le bénévolat, parce que là j'avais du temps. Et là aujourd'hui, je suis trouvé un nouveau boulot comme attaché de production en musique. Et puis je me suis plus aussi investi dans le bénévolat. Mais ça a démarré vraiment après le Covid. J'ai pris une claque et je me suis dit, ok, j'arrête, je prends le temps pour moi, mais j'essaie de le prendre aussi pour les autres parce que j'avais l'impression de ne pas être utile. D'accord. Et donc ça a été la première, voilà, le Resto du Cœur, c'était ma première expérience qui m'a poussé à continuer, quoi. Et depuis les Restos du Cœur, tu t'es investi dans d'autres... Je suis au SAMU social aussi, j'ai aussi au Kili du coup, avec le souffle, quand je l'ai rencontré, quand je suis venu au premier apéro souffleur, ça s'est fait aussi assez naturellement. Et quand tu puis, dis je que suis tu au t'es Prato pris une aussi. claque, c'est quel genre de claque? Oui, ok. Covid, ça te coupe dans un rythme. Moi, j'avais intégré le rythme du bar, ça m'allait, tu vois. Je commençais à 16h, je finissais à 2-3h du matin. Voilà, j'avais un rythme qui me convenait avec des gens qui étaient très sympas au bar. Enfin, vraiment, on avait une clientèle hyper géniale, on pouvait discuter. J'ai sympathisé avec pas mal de monde. Mais le Covid, ça a mis un frein. Je me suis retrouvé à rien faire chez moi. Je me suis dit, ok, c'est cool. Je peux ne rien faire, je profite, on était un peu enfermés. Et là, il y avait une demande énorme de bénévolat, surtout pour les Restos du Cœur, parce qu'il y avait des hôtels qui avaient été réquisitionnés. Il fallait apporter des repas. Et ça a été mon premier pas. C'est que je me suis inscrit comme chauffeur. J'allais livrer les repas dans les hôtels. Et après, j'ai appris qu'il y avait les maraudes de nuit. J'ai commencé à tester en maraude découverte. Ça m'a plu et après, j'étais lancé, quoi. C'est un truc
contact des gens. J'ai fait que des métiers où j'avais le lien en fait dans tout ça, c'est ça, c'est le contact. Et depuis, ça rythme tes semaines à quel pourcentage? Ouais, alors pour l'instant j'arrive à jongler avec le boulot que j'ai pas vraiment commencé, plus le bénévolat, mais oui, j'en parlais la dernière fois à un pote, il y a des semaines où il n'y a pas un jour où j'ai pas un truc de bénévolat, mais ça me va, parce que j'ai besoin de ça. Mais tu trouves un sens, quoi. Ouais, une utilité en tout cas. Est-ce que tu sais ce qu'on dit de toi, Hugues? Non. Tu veux que je te donne quelques réponses? Parce que moi, je sais. Ah oui, ça c'est pas... Alors, on dit de toi, je vais te dire quelques mots qui sont... Tu es une personne joyeuse, toujours positive. C'est fou. Tu joues avec les autres. Ah bon? Tu as beaucoup d'énergie, de la joie, tu donnes le sourire. On te considère comme un grand frère. Ah oui, c'est bien ça. On te considère comme un enfant. Ah oui, ça oui. Tu es généreux, tu ne refuses jamais rien, tu es à l'écoute. Tu es une sorte de bébé géant. Tu t'amuses beaucoup avec les enfants tout en étant respectueux. Tu es un bébé d'amour pour quelqu'un. C'est beau. Ça, c'est la séquence émotion spéciale. C'est pas fini, ça commence. Ah oui. Tu es un homme de 1m75. Non, 80. Ah Une petite fille. Attention. Non, 81. on te voit à 1m75 en tout cas. Beaucoup plus grand que ça. Tu as une tenue vestimentaire classique. Tu es musicien, journaliste, bénévole. Un vieux beau avec de gros mollets. Ça, c'est vrai. Vieux beau et gros mollets, je confirme. Tu es un grand altruiste. Tu n'hésites jamais à aider. Et tu as une générosité instinctive. Ouais, et impulsive. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Non, ça fait plaisir. Ben, en fait, le regard des autres, c'est ce qui te permet de parfois de te recentrer sur toi et de prendre confiance aussi. Bon. Je vais te montrer une photo. Ok. Et je voudrais que tu m'expliques un peu qui tu vois et ce que c'est. Ah ben là, c'est l'adolescent entre le grand enfant. Ouais, ça, j'avoue que... Alors, c'est quoi? C'est ça le bébé géant? Le bébé géant, c'est ça. Mes enfants m'ont dit un jour, ils étaient déjà âgés, hein, mes enfants ont 34 et 31. Et un jour, ils m'ont dit, mais papa, t'es le père le plus laxiste. Mais pas alors, j'aurais pu le prendre de manière négative, mais pour moi, ça a été... J'ai dit, ouais, je suis laxiste, je le sais. Mais c'est un laxisme parce que j'ai envie de jouer. Je joue. T'as envie de t'amuser dans la vie? Oui, dans la vie, sinon tu te fais... Pardon, j'allais dire un gros mot, mais sinon tu t'ennuies. Ouais. Si tu t'amuses pas, tu t'ennuies. Et tous les boulots que j'ai fait, au bout d'un moment, si je ne m'amuse pas, j'arrête. Et le bénévolat, c'est pareil, hein, je distingue pas. Il faut que ça m'amuse, que j'ai envie, que je prenne du plaisir. Je dis pas que tout est parfait, parfois il y a des moments où c'est compliqué. Parce que tu peux pas, que ce soit dans le travail ou dans le bénévolat ou dans ta vie personnelle, c'est pas linéaire. Et je déteste les choses linéaires. Donc il faut qu'il y ait des rebonds, parfois des extrêmes, tristes, gais, joyeux. Et puis parfois un peu moins, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait partie de moi. Sinon, si c'est linéaire, je m'ennuie. Et alors, il y a qui sur tes genoux, là, sur cette photo? Ah bah là, il y a André. T'es où? Là, il y a André. Moi, je suis là, avec tous les post-it, c'est à peu près ça. C'est tous les enfants qui collent des post-it. Je veux dire l'endroit où tu es. Ah là, je suis au Kili. Au Kili avec André, c'est ça? Avec André, ouais. André, c'est celui qui vient me rejoindre tout le temps quand j'arrive. Il a l'air d'avoir 2 ans, 2-3 ans? Ah ouais, c'est ça. Il a à peine, même pas 2 ans. Il doit avoir 15 ou 16 mois. Ouais. Donc là, tu t'amuses, tu joues. Ah oui. T'es dans ton élément, quoi. Là, je suis là, oui. Ouais. Je me souviendrai toujours du premier jour au Kili. Quand les familles sont arrivées, on s'est dit, ok, on va accueillir les familles. Il y avait beaucoup de bénévoles, beaucoup de salariés du souffle aussi. Et en fait, le premier truc, il y avait une salle de jeu qui avait été préparée. Et je me suis dit, bon, les adultes, moi, je suis un peu moins à l'aise. Et en fait, tous les enfants, j'ai pris les enfants, on s'est dit, allez, ok, on va dans la salle de jeu, on leur montre. Il y avait de la peinture partout. Parce que sur les tables, on a commencé à faire de la peinture et ça a été un carnage au bout d'une heure. Ça criait dans tous les sens. Et puis on a vite apprivoisé, les enfants étaient vite apprivoisés, tu vois. Il y avait un lien qui s'est créé tout de suite, et je pouvais pas être avec les adultes. Il y avait les adultes d'un côté et moi qui étais déjà On s'amuse pas assez en tant qu'adulte? C'est toujours sérieux après, parfois. On a tous perdu notre âme d'enfant alors qu'il faudrait parfois la garder. Pas toi apparemment. Non. Mais après, j'essaye d'être responsable, mais c'est pas le côté que je préfère, quoi. Alors j'ai c'est pas moi qui ai des questions d'ailleurs, mais on a 2 questions à te poser. Allez. Tu vas écouter un audio. Ok. Qui va venir dans un instant.
Pourquoi tu réponds toujours de manière positive à nos demandes? Pourquoi tu réponds toujours de manière positive aux demandes? Bon, ah bon, c'est marrant, je me suis jamais aperçu de ça. Tu t'es jamais aperçu Non. de ça? Non, c'est étrange qu'elle me pose la question comme ça. Ça me perturbe du coup parce que je suis pas d'un tempérament forcément très positif, hein, contrairement à ce qu'on pense. Mais j'essaye après d'amener. Non, c'est étrange cette question. Ça veut dire que peut-être que tu te donnes Je souris en fait. Comme je fais pas la tête et que je réponds, j'essaye d'avoir une réponse qui. Je veux pas mentir. Quand il y a un contexte comme Wukili, avec les familles, j'ai pas envie de leur mentir, mais ouais, je sais pas. C'est marrant parce que j'ai pas de réponse à ça. C'est drôle. Non, ça me surprend d'avoir une. Mais je suis content qu'on me pose cette question. C'est clair, De manière positive. C'est canon de refléter ça. Bah oui, voilà. Et on a une deuxième question de Shahan. Ah ok. Tu passes beaucoup de temps avec les enfants. Qu'est-ce que tu aimes pendant cet contact? Ah, avec les enfants. J'aime l'innocence. C'est ça. En fait, il n'y a pas de filtre. Un enfant, il va te dire si ça va ou si ça va pas. Il ne va pas commencer à arrondir les angles. Ça plaît ou ça plaît pas, hein, mais c'est direct. C'est pas une manière aussi de pas... Il n'y a pas de faux semblant. Ouais, il n'y a pas de faux semblant, il y a de l'innocence, mais avec les adultes, il y a beaucoup de sérieux et beaucoup de vérité, de difficulté, enfin la vie, quoi, qui fait... Est-ce que c'est pas une manière d'échapper à tout ça? Si, peut-être, mais après, il y a... On arrange... Enfin, je sais pas comment dire. On arrange parfois aussi la vérité, parce que c'est normal, entre adultes, on va pas tous dire... On met des filtres, beaucoup de filtres, pour éviter de choquer, pour éviter de heurter. On parle des difficultés, mais on essaye de les atténuer aussi parfois. Et avec un enfant, non, t'as pas. Enfin, c'est direct. Si ça va pas, ça va pas. Ça va être cash. S'il est content, il va être joyeux tout de suite. S'il pleure, il va pleurer. Après, tu vas le consoler. Un adulte, il y a toujours. Enfin, je trouve qu'il faut. Il y a la vie qui te rattrape, quoi. T'as perdu ce côté. T'es très adulte, quoi. T'as perdu ce côté un peu. Ok, on y va. Bah, c'est pas grave. Après, je le retrouve chez d'autres bénévoles aussi, tu vois. Je trouve qu'il y a cette... Wukili est parmi d'autres bénévoles et les salariés aussi du Souffle, parce que je suis obligé d'en parler. Il y a ce côté aussi hyper positif qu'on retrouve. C'est pas grave, ok, il y a une difficulté, mais on va essayer de la contourner et on va essayer aussi de l'améliorer. Donc c'est ça qui est bien aussi. Mais tout le monde ne peut pas le faire. C'est pas dans un état d'esprit, tout le monde. Les enfants, ça va être tout de suite cash. Ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Bah non, mais... Et ils t'aiment, voilà, c'est comme ça. Justement, tu parlais du monde tout à l'heure. Enfin, on vit dans un monde qui est de plus en plus individualiste. Ah oui, oui. Qui on va peu vers les autres, on s'engage moins, on est moins pressé par le temps, on cherche la performance, le statut social. Comment tu vis, toi, ce décalage avec le monde qui t'entoure? Moi, je suis hyper égoïste, hein, je vis ce que j'ai envie de vivre. Ça m'apporte, je ne vais pas mentir, que ça me fait du bien. Et après, je ne regarde pas ce qu'il y a autour. Si ça ne me va pas, je vais changer. Je n'ai pas envie de me polluer l'esprit avec des choses, ça paraît facile de dire ça, mais je ne vais pas me polluer l'esprit avec des choses qui sont négatives ou qui me bouffent mon énergie. J'ai passé, ça fait un peu vieux sage quand je dis ça, mais à un moment donné, tu passes un âge en disant, ok, j'ai le privilège de pouvoir faire ce que je veux aujourd'hui, comme j'en ai envie, de donner mon temps de manière vraiment altruiste. Je suis un peu utopiste, mais je me dis, je ne veux pas me polluer. Voilà, mon énergie, elle est concentrée sur ce qui me fait du bien, sur ce qui fait du bien aux autres. Après, j'essaye vraiment de... Quand je rentre chez moi, je ne dis pas que c'est facile, mais j'essaie d'évacuer tout ce qui me pollue l'esprit. Donc tu es égoïste dans ton altruisme, quoi. Oui, non, mais je revendique, c'est pas... C'est pour toi que tu fais ça, en fait. Mais alors ça, j'ai toujours une phrase, quand j'ai commencé les Restos du Cœur, j'ai dit, mais quelqu'un me posait la question, la première marronne m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, alors, je vais être clair tout de suite, je le fais d'abord pour moi, et ça peut choquer, mais je pense que ça démarre de ça déjà. C'est une réelle envie d'abord de dire, ok, je vais me sentir utile, mais ça passe par toi. Après, ça évolue forcément, parce que tu rencontres des gens, et puis tu oublies, tu le fais de manière naturelle. Mais ça veut quand même dire que tu sais que c'est les autres qui te nourrissent. Il y en a plein qui ne le savent pas et qui croient que, justement, en ayant un statut, en allant vite, en répondant à toute la pression, tu vois, que peut nous mettre la société, on a l'impression que ça nous nourrit, mais toi, tu as compris que c'était l'humain et les autres. Non, c'est les autres. Moi, sinon, si je n'ai pas de contact, je vais aller m'enfermer au fin fond de l'Ardèche, et puis avec des chèvres. Je sais que je pourrais le faire aussi, mais moi, j'ai besoin d'avoir ce contact, de voir des gens, même quand c'est pas facile, tu vois, les maraudes de nuit au Resto du Cœur, c'est pas évident. Tu prends des claques dans les chemins de vie des gens. Moi, je suis déjà rentré le soir, où c'est compliqué de relativiser.
Et c'est beaucoup plus difficile depuis que je me suis engagé dans d'autres structures, comme les Souffles du Nord avec le Kili. Je rentre, j'ai eu une période là difficile où je rentrais, que je fasse des maraudes après le Kili ou après des interventions auprès de structures. Je rentrais, c'était beaucoup plus difficile qu'avant. C'est quoi qui est difficile? C'est le contraste avec ta et les émotions, enfin, c'est un truc qui tu peux pas. Moi qui ai tendance à gérer mes émotions, là, bah non, mais avec les bénévolats, c'est compliqué. Je m'en suis aperçu au Souffle une fois un apéro, ça lâche quoi. Moi je rentrais des fois chez moi le soir, mais c'est pas pour me valoriser ce que je fais, mais il y a des maraudes de nuit où je suis rentré il y a quelque temps, je l'ai dit à une autre collègue qui faisait les maraudes avec moi, j'étais tout seul dans ma voiture et j'ai craqué quoi. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé. Mais aujourd'hui j'accepte ça, parce que je me dis qu'il faut gérer. J'ai pas réussi à gérer mes émotions. Ça m'a tellement mis une claque que... Et ce qui te fait craquer, c'est pas forcément c'est leurs conditions, c'est le fait que ça soit... Non, ça me touche. Ok. Ben, leurs conditions, oui, forcément, mais jusque-là, tu sais pas, ça m'était jamais arrivé. Vraiment, quand j'ai commencé, la nuit, comme ça, je rentrais chez moi, je me disais, ok, tu fais ce que tu fais, tu rentres, tu peux pas sauver tout le monde, mais au moins tu as été utile 5-6 heures. Et je rentrais, je mangeais, je mets une clope, j'allais me dormir, et tout allait bien, je reprenais ma vie naturellement. Sans te poser de questions, quoi. C'est tout, c'était comme ça. Et depuis 6 mois, j'en ai vraiment parlé à des amis proches, j'ai beaucoup de mal à rentrer parfois, à me dire, ok, détache-toi un peu, parce que là c'est fini, tu peux pas sauver le monde. Donc il faut juste après se recentrer en disant, je fais à ce que je peux, à ma mesure, et même si c'est petit, c'est pas grave. Mais c'est difficile parfois de rentrer et pas avoir d'émotion. Enfin, c'est un truc. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible, mais à un moment donné, ça craque. Bah voilà. Depuis 6 mois, ils ont percé un truc. Ouais, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait que tu surmontes ça? C'est la force du collectif quand tu es avec les autres bénévoles? C'est eux-mêmes. Après, tu n'as pas de moment de joie. Ouais. Même dans des moments difficiles, même quand c'est la nuit en marronne, même quand c'est au Kili, même quand ça chamaille, après tu trouves toujours une porte de sortie pour avoir un truc gai ou joyeux en me disant, ok, retiens ça. Surtout, oublie pas que le négatif c'est cool, tu pourrais vivre avec, mais ça va pas faire avancer le schmilblick, donc autant essayer de garder les moments, tu fumes une clope avec quelqu'un dans la rue, tu discutes avec lui, puis tu repars avec un sourire, j'en sais rien, le mec il te parle alors qu'il t'a jamais parlé pendant des mois, puis là il se livre un peu, tu dis ok, voilà, les enfants sont contents, et tu fais, enfin je sais pas, tu fais un atelier avec eux, puis tu les vois sourire, et ok, garde ça surtout en tête, et même quand c'est difficile, essaye d'évacuer le négatif et garde que le positif, hein. Après je dis pas que c'est facile, mais il y a toujours des petites victoires et tu dis ok, allez, on prend celle-là et puis on avance quoi. Mais ça je l'ai appris au Souffle, hein, vraiment. C'est un truc que j'avais pas forcément quand je suis dans d'autres structures. Je veux pas parler que du Souffle, mais ça m'a permis de relativiser et d'avoir une structure qui me permette d'avoir ok, on avance. C'est pas facile, mais on peut y aller. Alors moi j'aurais eu tendance à dire là ça va me saouler, je vais rester de mon côté. Là je suis obligé d'intégrer un groupe, une forme de famille. Oui, toi je voulais pas parce que j'ai du mal avec le terme famille, mais une famille qui dit ok, c'est pas facile, mais on va y arriver. Et parfois, ouais, effectivement c'est dur, on va devoir ramer, mais il y a des gens autour, t'es pas tout seul. Alors moi je suis plutôt en me disant ok, je vais pas demander de service, tu vois, il y avait un bénévolat, une forme de bénévolat où je me débrouille tout seul, même si ça va pas, c'est pas grave. Là non, tu peux te poser sur quelqu'un et puis il faut pas hésiter à dire ok, ça va pas, parle-nous-en et puis on va arranger les choses. Tu crois qu'à un moment donné, en tant que parent, en tant qu'enfant, on mime un peu ce que les parents ont fait? Il y a un truc dans la transmission de... Tardivement peut-être, je sais pas, moi ça m'a pris à 50 alors que ma mère était déjà investie avant, mais mes enfants, ils savent ce que je fais, tu vois, j'en parle beaucoup. Après, je leur dis pas, je les amène pas à dire ok, allez-y, lancez-vous dans le bénévolat. Le fait d'en parler, je pense qu'à un moment donné, ça déclenchera. Il faut que ça vienne de la personne. Ça vienne d'eux, mais il faut en parler aussi. Ma fille, par exemple, Shahan, voudrait la voir parce que ma fille est développeur web et Shahan aussi. Et j'ai dit à ma fille, mais viens s'il te plaît, juste pour discuter avec elle, elle a envie de te voir aussi pour discuter informatique avec ordinateur. Et ma fille m'a dit, ah bah ouais, je veux bien. Tu vois, comme ça, je l'amène tout doucement. Mon fils, après, je lui parle, ils savent que je suis engagé, je leur cache pas et je leur en parle beaucoup, dès que je peux. Ah, c'est canon. J'ai des questions. Encore ouais, j'ai plein de questions. Des questions. Par contre, c'est toi qui questions mystères, c'est bien ça. C'est toi qui vas piocher. Alors. Un petit peu plus... Alors. Légère peut-être. Oh, c'est un signe ça. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir, hein, dites donc. Moi qui suis super héros en plus. Quel pouvoir.
je vais pas tomber. Enfin, si, après. Je pense que c'est le pouvoir de rendre les gens meilleurs, en fait. Et que les gens n'aient plus le pouvoir de. Ah, de rendre les gens meilleurs? Ouais. Et que les gens n'aient plus envie d'avoir ce pouvoir, tu vois, mais de manière politique, individuelle, de se dire, de se croire au-dessus des autres, en fait. C'est ça qui t'agace dans le... Dans le monde, c'est ça. Ce qui fait... Enfin, après, c'est mon avis personnel, mais je pense que le pouvoir qu'on donne à quelqu'un, il en abuse. Au bout d'un moment, il en abuse tout le temps. Et c'est comme ça. C'est la nature humaine. Je pense que tu donnes un pouvoir à quelqu'un, il va forcément, à un moment donné, en abuser. Oui, mais il y a du bon et du mauvais pouvoir. Toi, tu as un pouvoir, on l'a vu. Non. Non. J'ai une aide, c'est pas un pouvoir, j'aide, mais c'est pas un pouvoir d'aider. Ça devrait être naturel, donc c'est vraiment rendre les gens meilleurs pour éviter d'avoir, ouais, je sais pas, de se dire, bah, fais un truc. Si chaque personne faisait une petite chose dans le monde, je pense que ça irait mieux. Après, c'est hyper utopiste, mais... Ok. Tu nous en prends une deuxième? Elles veulent pas venir. Oh là, elle est longue celle-là. C'est une... As-tu déjà vécu un moment où tu as expérimenté que le ridicule ne tue pas? Ça, déjà. Non, le pire moment, honnêtement, c'est à l'apéro des souffleurs ou quand on... Enfin, c'était pas à l'apéro des souffleurs, je dis des bêtises, c'était une réunion, je sais plus comment ça se passait. Et Vindia dit, bah tiens, les bénévoles peuvent parler. Il y avait François, où je me suis senti hyper ridicule parce que j'ai craqué en public. Je déteste ça. François, c'est le fondateur du Souffle et celui qui a prêté les bureaux qui accueillent, enfin l'hébergement en tout cas. Et qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Je sais pas, on m'a posé une question, j'ai pas réussi, j'ai parlé 10 secondes. Mais c'était quoi la question? Savoir mon expérience au Kili. D'accord. Et là, je me suis dit, oui, j'ai l'air ridicule, même si tout le monde m'a rassuré, mais moi, je me suis senti très ridicule. Beaucoup plus. Pour moi, ça, c'est pas ridicule. Ouais. Là, c'est mon élément, il n'y a pas de souci. Là, devant 50 personnes, alors que je suis hyper pudique, je me suis senti ridicule. Ça m'a rassuré. Après, on a rigolé, mais sur le moment, ouais. Et du coup, tu parles du Kili là depuis quelques secondes. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est exactement, ce que tu fais dedans? Ouais, c'est un projet auquel je ne m'attendais pas. Et en gros, je suis pas le meilleur, enfin, je suis pas le mieux placé pour en parler, mais c'est des anciens bureaux qui ont été prêtés généreusement par le propriétaire pour accueillir des familles sans papier. Au départ, il y en avait 8. Et tout a été réaménagé dans ces bureaux pour que chaque famille ait un espace de vie, enfin une chambre déjà, un espace de vie avec cuisine, avec douche, avec toilette, enfin tout soit aménagé de manière confortable en plus, si on peut parler de... Si, mais par rapport à... Parce qu'elles venaient tous de la rue ou de centres d'hébergement d'urgence. Et là, ce lieu, en fait, a été un lieu... une sorte de colocation avec des familles qui viennent d'un peu partout, que ce soit du Maghreb ou d'Afrique noire. Ou même d'Europe aussi, avec une famille arménienne. Et ces familles ont leur chambre, il y a un lieu, il y a un espace pour les enfants, il y a des jeux, elles peuvent cuisiner, elles peuvent se doucher en tout cas tous les jours. C'est un lieu qui les accueille pendant un temps déterminé, mais en tout cas pendant ce temps-là, elles ne sont pas à la rue, elles sont plus à la rue. Et puis surtout, il y a une vie commune qui n'est pas tous les jours facile, mais qui en même temps permet aussi aux enfants de jouer ensemble, aux familles de se côtoyer, aux bénévoles de voir que c'est possible, qu'à un moment donné, si tout le monde se met... si tout le monde travaille ensemble, il y a moyen que des gens qui étaient à la rue ou qui étaient en hébergement précaire puissent avoir aussi encore un lieu en attendant d'avoir mieux. Mais voilà, c'est un lieu de vie pour moi, un lieu de vie... où tout le monde se retrouve. Et tu fais quoi toi là-dedans? Et moi je fais, soit je participe à des réunions, soit je vais manger avec eux, soit je m'occupe des enfants juste pour le plaisir d'y aller, et puis de discuter avec les gens qui sont là, de jouer avec les enfants quand c'est possible. Il y a des ateliers qui sont organisés, enfin il y a une vie qui se met tout autour, et j'essaye d'y être, pas tous les jours, mais j'essaye d'y être de temps en temps, parfois juste passer, boire un café, discuter, ou d'aller voir les enfants, mais discuter aussi avec les adultes. Voilà, c'est un bel espace. Ouais, c'est un beau... C'est joli quand tu le racontes. Projet. Ouais. Je vais te demander de te lever, on va arriver à la fin de l'interview. Est-ce que tu peux mettre devant le miroir, là, qui est en face de toi? Je
je vais prendre C'est un peu flou le miroir, je veux rien dire, mais c'est un miroir flou. un miroir flou. T'es exigeant. Non, devant, là-bas. Ah, devant. Tu vas prendre des crayons. Ouais. Attends, tiens ça. Ouais. Crayon rouge, tiens, c'est joli. Et tu imagines que tu as le monde en face de toi, Ouais. soit un peu plus de 8 milliards de personnes. Oula, oui. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ah, j'aime pas, je déteste ces exercices. Eh ben écoute, c'est comme ça. Je te le dis parce que Et tu écris des mots-clés. Tu fais pas des longues phrases, tu écris des mots. tu me demandes d'écrire des trucs, c'est comme quand Hélène me demande d'écrire sur tes post-it. Sur ces post-it, je déteste ça. Ah, bon, bah écoute. On est obligé de se plier à l'exercice Exactement. d'écriture. D'accord. Et donc, du coup, des mots-clés. Si j'avais quelqu'un, 8 Si tu milliards de avais, personnes en si face, avais des choses à dire à ces personnes-là, on va rester très classique, hein, mais... En plus, j'ai une écriture de gaucher. Ça va être compliqué. Je le souligne bien, celui-là. Faut pas que je fasse de faute d'orthographe, sinon après, comme ancien journaliste, je vais me faire allumer. Ça se voit assez? empathie. Alors ça, je suis obligé de le mettre parce que ça fait partie de l'évolution de l'humanité, ça. J'aimais bien au pluriel. Ouais, ça, c'est mon ego qui parle, mais c'est bon de le rappeler parfois. Tu peux nous en dire plus sur la fierté? Bah, j'ai appris à me dire aujourd'hui, je suis fier de ce que je fais, de ce que je suis, même s'il y a encore des choses à améliorer, mais... Il faut être fier, quoi. Bah, il faut, oui. Fier de ce qu'on De fait ce que pour les autres. Oui, sinon après, t'avances pas. Mm. Mais c'est pas prétentieux, hein, je veux pas... Bah, moi, celui-là, après... Voilà. Cool. Merci pour ces mots. J'en prie. Et je suis ravie de t'avoir rencontré, Hugues. Mais moi aussi, j'étais ravi de participer à cette première interview. Même si j'étais pas forcément à l'aise, mais c'est vrai. Je pense que c'est plus coupé. Ah, je dois faire un petit pas de danse. Ah, faut que tu fasses Non, ça. non. Attends, je te raccompagne sinon. Ah oui, c'est vrai, il faut raccompagner. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Bah oui, au revoir.